avec Christophe Dansette, bien sûr. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Aujourd'hui, on va parler ensemble de désinformation. Avec Microsoft, le géant informatique qui met en garde la France contre la campagne de désinformation russe qui vise le pays avant les JO de Paris 2024. Les explications de Lionel Feuerstein. Everyone, it's me, Tom Cruise, the actor. La voix de Tom Cruise, son image modifiée par une intelligence artificielle au service d'activistes présumés russes. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour dénigrer les Jeux Olympiques à Paris. La corruption a doucement infiltré tous les recoins du Comité international olympique. Depuis des mois, des comptes anonymes diffusent de fausses informations. Des dizaines de clips similaires, inquiétants, faisant état de menaces. Sur le réseau X, cette vidéo attribuée à la CIA déconseille aux internautes de se rendre à Paris cet été par peur d'un attentat. Selon la société Microsoft qui vient de publier un rapport, il s'agit d'un vaste programme russe pour influencer l'opinion. Nous avons constaté une augmentation de l'activité russe dans l'utilisation de fausses vidéos. Mais ces derniers mois, ils n'ont pas tant ciblé les élections européennes que les Jeux olympiques de Paris. De l'ingérence numérique aussi, avec ces faux articles en français qui inondent la toile. Les cyberpirates usurpent l'identité de certains médias, RFI, TF1, Le Figaro. Là, cette fausse information affirme que 24% des billets ont été rendus par leurs acheteurs par crainte d'une attaque. Une méthode classique d'intoxication, selon cet expert. L'important pour eux, c'est de pouvoir fournir des tonnes et des tonnes de désinformation ou d'informations qu'ils ont pu collecter à droite à gauche pour que ça soit repris. Le porte-parole du Kremlin affirme que la Russie n'interfère pas en France et regrette une campagne russophobe. Ce n'est rien d'autre que pure calomnie. Ces accusations n'ont rien à voir avec la réalité. Selon des fuites de données récentes, les Kremlin Leaks, Moscou consacrerait chaque année des centaines de millions d'euros à son programme d'influence numérique. Voilà pour ce constat, Christophe. La désinformation, elle avait déjà été identifiée comme risque économique et géopolitique numéro 1 il y a quelques mois. Par le Forum économique mondial dans son étude sur les risques qui précèdent chaque année le rendez-vous de Davos, et ce, devant le règlement climatique ou bien les guerres. Il faut dire que la désinformation, elle devient de plus en plus sophistiquée, notamment avec l'intelligence artificielle, les deepfakes, comme on vient de le voir. Économiquement, le coût est astronomique, difficile certes à évaluer. Ouais. Alors je suis tombé sur une étude de l'université de Baltimore qui donnait un chiffre 78 milliards de dollars. 78 milliards de dollars, ça correspond à peu près au budget de l'éducation nationale ici en France. Mais ce chiffre, il remonte à 2019, c'est-à-dire avant la crise du Covid-19, avant la guerre en Ukraine ou encore avant cette année 2024 si riche en élections. Et alors, dans ce chiffre de 78 milliards de dollars, il y a évidemment, je présume, le coût de la lutte contre la désinformation des États-Unis et justement, comment lutter contre ce phénomène. Alors, il y a des technologies qui peuvent t'aider à identifier les fausses informations, à lutter contre le harcèlement aussi. Je pense à une start-up française, par exemple Bodyguard, qui s'en est fait une spécialité. Il y a nous aussi, les médias, qui avons mis un certain nombre de cellules en place, les infos intox ici à France 24. Il y a des cellules étatiques également, Viginum en France, qui emploie 42 personnes, Stratcom au niveau européen, avec un budget de 15 millions d'euros. Mais il y a des lois aussi. Alors, c'est pas facile de mettre en place des lois parce que la désinformation, elle n'est pas en soi illégale, et l'interdire pourrait être une forme d'atteinte à la liberté d'expression. Il n'y a pas vraiment de frontières. L'Europe a mis en place dernièrement un certain nombre de mesures. D'abord, un Media Freedom Act, une sorte de code de bonne conduite qui a été adopté en 2018, renforcé en 2022. L'idée, c'est d'y associer des acteurs du numérique, les plateformes qu'on connaît, sur lesquelles se propagent les fake news, Google, TikTok, Instagram, Facebook, X, et puis de les empêcher de gagner de l'argent à travers la publicité issue de ces fake news. Il faut quand même imaginer qu'en 2021, selon NewsGuard, les fausses informations généraient pas moins de 2,5 milliards de dollars de revenus publicitaires à ces plateformes qui les diffusaient. Et puis l'autre mesure mise en place par l'Union européenne, c'est le DSA, le Digital Services Act, qui est entré en vigueur au mois de février. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un règlement européen qui vise justement à lutter principalement contre la haine en ligne, mais aussi la désinformation. La législation oblige les grandes plateformes à faire la lumière sur les mesures qu'elles mettent en place, l'ajout d'un bouton de signalisation par exemple. Et puis les grandes plateformes sont sommées de publier le nombre de modérateurs qu'elles utilisent.
Et on s'aperçoit que c'est pas beaucoup. Alors, c'est pas beaucoup. Prenez par exemple Meta, qui est Instagram, Facebook. Meta emploie 15 000 modérateurs dans le monde, mais rapporté à plus de 3 milliards d'utilisateurs, ça représente un modérateur pour 239 000 utilisateurs. Autant dire, c'est pas beaucoup. Snapchat fait encore moins bien. Quant à X, l'ex-Twitter, racheté par Elon Musk, il emploie un peu moins de 2300 modérateurs dans le monde, soit un pour 140 000 utilisateurs. Surtout en France, X n'a pas beaucoup de modérateurs. Vous avez une idée de combien ? Ça ne doit pas se compter à beaucoup, dites-moi. 52, donc 52 pour toute la France. 52 pour la France. C'est dans ce contexte que la vice-présidente de la Commission européenne en charge du dossier, Vera Jourova, était à San Francisco cette semaine où elle a rencontré les principaux PDG des grandes plateformes, Mark Zuckerberg pour Meta ou encore Sundar Pichai pour Google. Elle a parlé de discussions constructives, mais elle a assez sévèrement critiqué Elon Musk, justement, lui demandant de prendre le sujet plus au sérieux. Elle a également annoncé que la Commission européenne allait s'intéresser davantage à Telegram, le réseau russe, qui jusqu'à présent ne fait pas partie des 23 groupes directement sous surveillance de la Commission européenne. Merci beaucoup, Christophe.